Bienvenue à toutes et à tous pour ce 6e webinaire de Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, dirigeant donc de l'agence Parlons RH. Parlons RH en une phrase, c'est une agence de marketing éditorial dédiée aux acteurs des ressources humaines, c'est-à-dire les prestataires RH et les DRH. Nous accompagnons ces acteurs dans l'intégration du digital dans leur stratégie marketing et leur stratégie de communication, tant interne qu'externe. J'ai le plaisir ce matin, l'immense plaisir de recevoir Patrick Bouvard qui nous vient de sa Hotman chérie. Bonjour Patrick. Bonjour à tout le monde. Pour venir nous présenter les 7 tendances qui redessinent la fonction RH. Voici tout de suite l'ordre du jour, l'agenda si je puis dire de ce webinaire. D'une part, je questionnerai Patrick sur le cadre de son intervention, juste nous préciser ce qu'il entend par tendance et aussi d'ailleurs aussi par fonction RH. Nous verrons ensuite quelles sont les tendances dures, quelles sont celles qui sont de l'ordre de la mutation plutôt que de l'évolution. On verra ensuite, en troisième point, quelles sont les autres conséquences pour la fonction RH. Ce webinaire durera 45 minutes précisément. Et bien sûr, il est là pour échanger le plus possible avec vous. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat que je vois que vous utilisez là à l'instant. Donc c'est pour nous saluer et on vous redit bonjour à tous. Mais n'hésitez pas à l'utiliser pour poster vos commentaires, vos questions. Il y aura un quart d'heure dédié à la prise en compte, on espère, de toutes les questions. D'une certaine manière presque, j'ai envie de dire qu'on espère qu'on n'arrivera pas à traiter toutes les questions aussi. Cette présentation sera accessible, vous pourrez la télécharger, je vous invite d'ailleurs à le faire. Vous pouvez aussi regarder en replay ce webinaire par la suite, et je préfère comme ça, dès maintenant, vous préciser les modalités opérationnelles. Je vous invite aussi à évaluer et à commenter ce webinaire. À la fin, notre partenaire Webikio vous pose quelques questions très rapides. Ça nous permet tout simplement de nous améliorer et puis de vous proposer des sujets, des thématiques qui répondent à vos attentes. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, Patrick, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, puis surtout nous présenter RH Info? Oui, bah écoutez, donc moi je suis le rédacteur en chef de RH Info. Alors mon parcours, je vais le faire très très bref. J'ai une formation au départ de philosophie. J'ai enseigné pendant 5 ans dans le secondaire à Paris, pendant 7 ans dans le supérieur, et puis je me suis envolé dans de la formation professionnelle, tout en continuant à travailler sur ce qui était mes spécialités, c'est-à-dire la logique, la stratégie, l'argumentation. Voilà. Donc je suis devenu rédacteur en chef d'RH Info il y a 16 ans. Donc le site maintenant, il a fait ses preuves, si je puis dire, puisque on a un site qui est le blog RH d'ADP France, c'est notre modèle économique, sinon ce serait difficile de pouvoir exister. Il y a à la fois un site où vous pourrez retrouver plus de 1500 articles de mémoire comme ça sur différentes thématiques, toutes les thématiques qui sont liées au management et au RH. Mais en même temps, ce qui fait l'intérêt des RH Info, c'est aussi sa communauté, donc son interactivité sur le web, puisque nous avons 42 000 membres de notre groupe sur notre groupe LinkedIn, 19 000 followers sur Twitter, 3 000 fans sur Facebook, donc une communauté qui est très active. Voilà pour la présentation ma présentation et celle des RH Info. Ce qui explique que je vis en Haute-Marne, que je suis expatrié en Haute-Marne, c'est que, évidemment, pour la fonction qui est la mienne, le télétravail non seulement ne pose aucun problème, mais est en plus une opportunité magnifique. Donc voilà, ce qui ne m'empêche pas de me déplacer sur Paris, puisque là je me trouve avec Thomas sur Nanterre, et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. J'en profite pour le dire, parce que je travaille avec Thomas depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et donc il y a entre nous, ça ne vous échappera pas, une certaine complicité. Merci Patrick. Et comme Patrick est très modeste et qu'il ne le dit pas, vous avez vu qu'il était philosophe, formateur, consultant, rédacteur en chef, mais il est aussi écrivain à ses heures. Alors, j'ai pas assez de bras pour montrer tous ses ouvrages. Le dernier, c'est RH Reconnect, le travail à distance.
dont tu viens de faire la preuve physiquement, même, j'ai envie de dire, insupportable pratique, l'externalisation, beaucoup de sujets, et justement, on va peut-être les consolider un tout petit peu dans le propos qui vient juste après, qui est l'objet de notre webinaire. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par tendance? Oui, depuis 25 ans que j'observe ce qui se passe alors, dans le monde en général. Ça, c'est mon côté philosophe je ne peux pas me départir. Hein. Mais dans les entreprises en général et dans la fonction RH en particulier, jusqu'à présent, on parlait toujours de signaux faibles. Hein, c'est-à-dire qu'on essayait de discerner ce qui nous permettrait de poser un diagnostic, d'adopter la meilleure stratégie, de se demander si les RH deviendraient stratégiques, etc. etc. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que nous sommes passés de signaux forts à de véritables tendances, donc des directions dans lesquelles on peut dire, qu'on peut affirmer que l'on va, et qui ne laisse plus le choix aux entreprises. Auparavant, on se posait la question de savoir comment évoluer. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, il faut évoluer. C'est pourquoi j'emploie ce terme de tendance au sens fort du terme. Et il y a, dans ce que j'ai pu observer, 7 grandes tendances que je me propose de passer en revue un petit peu rapidement, évidemment en 3/4 d'heure. On ne peut pas aller dans tous les détails, mais de passer en revue ces grandes dimensions. Alors, il y a une révolution sociétale qui est extrêmement forte, qui est assez générale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La révolution digitale, tout le monde en parle, mais il s'agit de ne pas mettre n'importe quoi sous cette réalité, parce que maintenant, il y a vraiment à boire et à manger, tellement il y a de publications là-dessus. L'automatisation, c'est-à-dire que nous allons probablement vers une diminution de l'ensemble des tâches d'exécution, et ceci ne va pas être sans poser questions et problèmes en termes non seulement de métier, mais en termes d'emploi, avec des opportunités et des risques. Je vous parlerai à terme éminemment philosophique de post-modernité. Alors vous allez voir que le mot est un gros mot, mais que la réalité est très intéressante. C'est qu'il y a vraiment une rupture par rapport à l'ensemble de la transmission de génération en génération, puisque chaque génération avait sa propre modernité. Mais c'est par cumul que cette modernité évoluait, et aujourd'hui, c'est par rupture. Donc je reviendrai sur cette idée. La qualité de vie au travail, dont on voit que c'est aujourd'hui le principal levier d'engagement des collaborateurs. L'ensemble des enquêtes sont à peu près unanimes là-dessus. Et quand on voit les niveaux d'engagement que l'on peut constater dans le monde, effectivement, il y a urgence à se poser des questions sur ce qui peut retisser ce lien. Thomas évoquait le livre RH Reconnect. C'est justement l'objet de ce livre, de proposer des moyens pour retisser le lien social dans l'entreprise, parce que sinon on va se réveiller demain, comme disait Drucker, avec une énorme gueule de bois. L'entreprise qui devient un système de communauté, ça c'est très intéressant parce que c'est la définition même de l'entreprise qui évolue, qui se maillent. L'intérieur et l'extérieur de l'entreprise ne sont plus aussi définissables et aussi stricts qu'avant. C'est un réseau de communautés, donc c'est vraiment, je vous parlerai un peu de théorie des réseaux, mais promis sans trop de philosophie. Voilà. Et dernier point qui m'intéresse et qui me tient particulièrement à cœur, c'est de passer d'un modèle social qui était traditionnellement vertical, c'est-à-dire que c'était un ordre vertical qui garantissait le bien vivre et le bien travailler ensemble. Aujourd'hui, l'ensemble des modèles politiques, économiques, religieux, familiaux qui garantissaient ce pacte vertical se sont effondrés. Et les liens se retissent de manière beaucoup plus horizontale. La subordination cède le pas à la collaboration, et la bienveillance dont on parle là aussi un peu à tort et à travers, moi je l'emploie dans un cadre qui est très précis, c'est que la bienveillance fait partie de la définition de l'amitié. Et que l'amitié au travail, grande révélation,
est un de mes sujets privilégiés. J'espère avoir l'occasion d'en parler un jour. Ça peut être l'objet d'un prochain webinaire avec plaisir. On voit donc il y a quand même beaucoup de sujets, Patrick. Oui. Tu viens de nous faire un magnifique teaser pour la suite, puisque ce sont ces sujets-là dans lesquels on va rentrer un petit peu plus en détail. Juste de façon très mathématique et très rapide, si on consacre 5 minutes à chacun de ces sujets, ce qui n'est pas forcément beaucoup, ça nous fait 35 minutes et on débordera. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite tout en prenant, enfin un petit peu plus vite, prenons le temps aussi, mais en prenant également vos questions et vos commentaires. Oui. N'hésitez pas. Très bien. Et alors ce que je vous propose, c'est justement, donc là c'est juste pour rappeler que vous pouvez poser vos questions. Le but, c'est qu'on puisse le plus possible aussi interagir. On parlait d'espace-temps ou de distance qui change. Donc, essayons de mettre en pratique aussi au travers de ce webinaire une des tendances que tu viens d'évoquer. Et tout de suite, je voudrais te poser la question pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Quelles sont justement les tendances lourdes qui révèlent justement plus de la mutation que de l'évolution, presque plus de la révolution que de l'évolution. Ce qui est un jeu de mots qu'on emploie souvent, mais... Par rapport donc aux tendances que je vous ai évoquées, les tendances fortes sont, on retrouve les 4 premières. Alors, un mot un peu plus approfondi sur la révolution sociétale. C'est que les jeunes générations ont vu comment étaient traités leurs aînés. Ils ont vu ce que j'évoquais dans le dernier point, ils ont vu s'effondrer l'ensemble des grandes utopies, l'ensemble des grands modèles de vie qui permettaient de structurer un idéal, de se dire il y a quelque chose qui va structurer notre avenir. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est eux qui vont structurer leur avenir. Donc ils ne veulent plus perdre leur vie à la gagner. Ils ne veulent plus entrer dans une entreprise et être dans un lien de subordination qui va, grosso modo, vous connaissez l'expression, leur presser le citron pendant quelques années et alterner ainsi un travail qui prend un sens de tripalium, d'instrument de torture. C'est plus du tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils mettent les entreprises en concurrence. Ils vont chercher ce qui les intéresse dans l'activité professionnelle. Et si l'on essaie de caractériser en 3 mots cette tendance sociétale, elle repose sur un triptyque qui s'appelle la confiance. On a besoin de retrouver de la confiance dans les relations de travail. On en a marre d'être fliqué, on en a marre d'être contrôlé. On veut pouvoir montrer que nous sommes autonomes. Donc la confiance va fonder cette autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est quand l'on me donne les moyens de mesurer la portée et les limites de ma responsabilité et que je sois capable d'assumer cette responsabilité. Donc voilà le 3e mot. Confiance, autonomie, responsabilité. Voilà ce qui caractérise ceci. Et dernier mot sur cet axe, c'est ce qui permet de restaurer une véritable logique contractuelle. Non pas une logique contractuelle juridique, mais une logique contractuelle professionnelle. De passer de la subordination au lien social. Voilà le premier axe. Quelques mots sur la révolution digitale. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, mais je pars tout d'abord d'une distinction de vocabulaire. On parle de numérique, on parle de digital. Bon, numérique, on parle français, digital, on parle anglais. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin, parce que l'usage des mots a évolué. Aujourd'hui, quand on parle de numérique, ce que l'on entend, c'est essentiellement la notion de dématérialisation. C'est-à-dire le procédé par lequel on passe d'un support analogique, une photo, une vidéo, un texte, un document, à un support numérique. Et donc c'est cette numérisation, cette dématérialisation qui caractérise cette notion. Du coup, ça pose toute la question des terminaux, des outils avec lesquels nous travaillons, et c'est pour les entreprises en effet une vraie question de savoir si on travaille avec ses propres outils, si on fournit des outils, des problèmes de sécurité, etc. Je ne m'étends pas plus sur cette idée. Mais
Maintenant, si l'on voit la notion de digitalisation, elle prend un sens sensiblement différent, hein, presque par métonymie par rapport à la numérisation, et on vise les nouveaux modes de collaboration et de coopération que la dématérialisation permet. Donc c'est comme celui qui a inventé la truelle, il ne s'est pas dit, ah ben chic, je vais pouvoir gâcher du ciment toute la journée. Non, il s'est dit, je vais pouvoir construire une maison plus belle et plus solide. Donc c'est ça la question. La question de la digitalisation est une question de stratégie d'organisation et de management, et non pas une question de technologie. Quelques mots sur l'automatisation. Là, encore une fois, il y a des Cassandres qui nous prédisent la fin de l'exécution et des gens qui vont se retrouver sans travail puisque les robots vont pouvoir prendre leur place. C'est vrai en partie. La question est de savoir quelles sont les opportunités que cela va faire naître. Mais ce qui est certain, c'est que les DRH aujourd'hui ont tout intérêt à anticiper sur cette question parce qu'ils se retrouveront demain avec et des métiers et des effectifs qui n'auront à peu près rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Alors, je mis ici, encore une fois, c'est mon travers philosophique, on retrouve paradoxalement l'idéal d'Aristote, puisque vous savez que pour Aristote, le citoyen ne devait pas travailler. Le citoyen réfléchissait, peignait, sculptait, échangeait, nouait des amitiés, faisait des banquets. Et c'était les esclaves qui travaillaient. Mais Aristote écrit ceci, et je rends hommage à sa prophétie, le jour où les navettes avanceront toutes seules, nous n'aurons plus besoin d'esclaves. Les esclaves modernes, que la bonne partie d'entre nous sommes encore dans leur travail, effectivement, demain, on n'aura plus besoin d'esclaves. Ça veut dire qu'il y aura un temps retrouvé, les activités pourront se réordonner différemment. Ça me permet de parler de la postmodernité. C'est que toutes les générations ont, à leur tour, apporté leur part de modernité. Toutes les générations ont été modernes. Mais c'était par cumul, peu à peu, au moins dans la science et dans les techniques. Parce que la sagesse, elle n'est pas cumulable. On est aussi peu sage que nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Par contre, dans toutes les sciences et les techniques, c'est par cumul qu'on a progressé. Et aujourd'hui, il y a une rupture qui s'opère, c'est que nous travaillons dans de l'instantanéité, les informations sont disponibles pour tout le monde, partout. Donc il y a une instantanéité et il y a une ubiquité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ceci se produit. C'est-à-dire que le travail ne devient qu'une activité, quelque chose que l'on fait, mais ce n'est plus un lieu où l'on se rend. Donc en termes d'organisation, en termes de mode de collaboration, c'est tout à fait effarant. Et une petite anecdote, c'est que pour moi qui fais un travail de recherche sur l'amitié, je peux avoir à disposition sur mon ordinateur les travaux du monde entier qui ont été faits sur ce sujet-là, mais c'est la première fois que ceci est possible. Voilà pour les tendances fortes, Thomas. C'est bien riche et on voit à quel point effectivement ces orientations lourdes, ces signaux forts qui sont traduits en orientation lourde, pour ne pas utiliser de nouveau le mot tendance, touchent directement la fonction RH et les DRH dans leur activité de tous les jours. Ça change le rapport à l'autre. Tu évoquais le lien, du lien de subordination au lien social, qui est ton premier point. Il y a le rapport au temps et à l'espace, le dernier. Le rapport au travail, tripalium, et le rapport aussi à cette forme de travail, à cette exécution. Donc les impacts sont nombreux. Je vous propose de prendre une première question, une première remarque s'il y en a. Elles sont très nombreuses, il y a beaucoup d'échanges. Donc il y avait une question sur l'impact sur le système managérial. Tu l'as un petit peu évoqué dans le premier point, qui était une évolution sociétale, effectivement. Est-ce que, ou au niveau de la révolution digitale, en tout cas, effectivement, quel est l'impact de ces 4 tendances lourdes sur l'organisation managériale de l'entreprise? Il y avait une question aussi sur le système de progression, je crois. Alors, on peut aborder les choses de plusieurs manières ici.
Alors, contrairement à certaines tendances qui sont en train de se développer, hein, je ne crois pas du tout à la fin du management, à la disparition des managers et à l'autogestion des collaborateurs dans l'entreprise. Ça finit dans le rapport de force et dans la réalité tribale la plus vive assez rapidement. Par contre, il y a plusieurs remarques. Le management, il va devoir tenir compte des attentes des collaborateurs. Organiser de la collaboration, c'est tout autre chose que gérer de la subordination dans son équipe. L'organisation de cette collaboration, elle suppose non seulement de pouvoir fonctionner avec des structures de projet, ça c'est normal, mais de pouvoir gérer de la distance, de pouvoir restaurer de la proximité. Et donc c'est dans ce paradoxe entre apprendre à apprivoiser la distance et restaurer de la proximité que pour moi c'est l'enjeu managérial le plus fort. Donc on va sortir et du paternalisme et de l'organisation scientifique et du command and control, mais pour se structurer en mode collaboratif et mode coopératif. Tout dépend ici, ça demanderait bien des définitions, mais on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans tous les détails. Ça sera l'objet encore d'un autre webinaire, de rentrer dans le détail entre collaboratif et coopératif. Effectivement, tu parles de paradoxe et la fonction RH a toujours, c'est dans son ADN que d'être un équilibriste, un gestionnaire de paradoxes entre le court terme, le long terme, le social et l'économique, et entre cette notion de proximité que tu viens d'évoquer, de savoir gérer la distance, en tout cas d'accompagner les managers pour gérer la distance entre, pour la bonne distance, faire preuve de discernement entre cette notion de proximité et au contraire cette notion de distance. Une autre question de Flavien, avant de passer à la troisième thématique, sur les difficultés d'aujourd'hui pour le manager. N'est-il pas, je le transforme sous forme de question, vous m'en voudrez pas Fabien, n'est-il pas un problème de rapport entre les générations ? Alors, Fabien, je sais qu'on parle beaucoup de la génération Y, des millennials, etc. Sur ce sujet-là, on se rend compte que les problèmes intergénérationnels, ils ont toujours été les mêmes à toutes les générations. Par contre, il y a quelque chose qui est nouveau pour ces nouvelles générations-là. C'est que se superpose la transition générationnelle avec les tendances fortes que je vous ai décrites. Et donc, quand on superpose le problème générationnel avec l'évolution sociétale, la révolution digitale, la survenue de l'automatisation et la postmodernité, effectivement, là, on obtient un cocktail qui est nouveau et qu'il s'agit de gérer. Donc, pour moi, la génération Y, c'est plus, si vous voulez, le taux de pénétration de la digitalisation, pour nommer ça dans un seul terme, dans toutes les classes d'âge, qu'un problème de classe d'âge en particulier. Vous voyez, moi j'ai 51 ans, je pense appartenir à la génération Y. Voilà. Donc ici, effectivement, pour le manager, il y a une difficulté, mais il ne faut pas la réduire uniquement à la question intergénérationnelle. Et il faut prendre en compte, si le manager veut répondre à la difficulté qu'il a aujourd'hui, il faut prendre en compte l'ensemble des 7 tendances et qui se concrétisent, qui se cristallisent dans ce changement de génération. Je confirme qu'il est de la génération Y. Juste avant de commencer, il m'a fait un cours sur l'iPhone. Donc j'ai pris une petite claque. Juste sur cette question, je vous invite à aller regarder l'étude d'Edenred qui est sortie la semaine dernière sur les millenniums et sur justement le management de cette génération qui d'ailleurs n'est peut-être pas une génération véritablement. Tu parlais de cette tendance, on vient d'en évoquer 4 tendances lourdes. Quelles sont les autres? Parce que bien sûr, c'est les 4 tendances lourdes ont des conséquences sur la fonction RH, mais quelles sont les autres conséquences sur la fonction RH? On peut parler de la qualité de vie au travail parce que, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il s'avère que c'est vraiment le levier principal aujourd'hui d'engagement des collaborateurs. Sauf que, là encore,
l'ensemble des 4 grandes tendances fortes qu'on a vues modifie, à mes yeux, le concept de qualité de vie au travail. Ce concept, qui est devenu une contrainte pour les entreprises, ce concept s'occupait globalement, je force un peu le trait, de l'environnement de travail, des contextes, des conditions, de l'ergonomie. Le CHSCT, quoi. On s'occupait du service à la personne, on s'occupait, voilà, etc. Toutes choses qui sont absolument nécessaires et utiles, qu'on me comprenne bien. Mais aujourd'hui, ça va plus loin parce que les attentes des collaborateurs et des jeunes générations en particulier, c'est une attente de renouvellement du sens. Et du sens, non pas au travail, mais dans leur travail lui-même. Donc on retrouve ici, c'est parce que ces tendances sont liées, on retrouve ici le triptyque confiance, autonomie, responsabilité. Et on retrouve véritablement l'idée que c'est dans la manière dont ils vont pouvoir collaborer, dans l'ambiance qui va régner au sein de cette collaboration, que se situent les attentes particulières. Donc je défends cette idée, et on a d'ailleurs commis un papier ensemble avec Thomas sur le sujet. On passe de la qualité de vie au travail à la qualité de vie dans le travail. Et c'est le travail lui-même qui doit acquérir une qualité qui va apporter la satisfaction aux collaborateurs. Beaucoup de remarques dans le chat sur cette notion de sens. Effectivement, le D de DRH, c'est celui de la direction qui donne le sens à l'action, justement. Donc, on y reviendra peut-être. On prend note d'un maximum de vos commentaires et on y reviendra juste après. Deuxième autre conséquence. Alors, c'est que l'entreprise, mais ça fait plusieurs années que l'on peut le constater, la tendance n'est pas forte au sens où ce n'est pas une rupture récente. Ça se construit depuis déjà une dizaine d'années, mais ça s'accentue de manière de plus en plus rapide. C'est que l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise devient poreuse. Il y a des systèmes d'alliance, de coalition, de coopétition qui apparaissent. Il y a des modèles d'organisation qui apparaissent qui n'existaient pas avant. Un exemple, HTT aux États-Unis qui travaille sur le projet Hyperloop. Dans l'entreprise, il y a 4 salariés. Mais vous avez 200 contributeurs à travers le monde. Ils ont été chercher les meilleurs spécialistes dans toutes les entreprises dans le monde. Ils ont conclu des accords pour 5 heures, 10 heures par semaine avec leurs entreprises. Et toute la difficulté, alors pour le coup, ça c'est une sacrée difficulté, c'est la gestion du projet. Donc ceux qui réussissent à générer les principes de collaboration entre ces gens aux 4 coins du monde pour travailler sur une coopération extrêmement efficace, c'est probablement l'avenir de l'entreprise. Dernier axe dont j'avais parlé sur un pacte social plus horizontal, on sort d'une période où on a pensé que la concurrence interne dans les entreprises était une motivation, qu'il fallait mettre les gens en compétition les uns avec les autres, etc. Moi, j'ai une conviction, le toujours plus, puisque c'est bien notre logique dans cette crise économique, à un moment donné, il faut faire toujours plus avec moins. Et ce toujours plus, il se fait toujours aux dépens des autres. Eh bien, il doit être possible, si l'on prend le meilleur des tendances qui redessinent la fonction RH, il doit être possible de concevoir un toujours mieux et non pas un toujours plus. Et le toujours mieux, lui, il ne peut pas se concevoir sans les autres. C'est pour ça que la manière dont nous allons tisser des liens, dont nous allons établir nos réseaux de collaboration, dont nous allons étendre, diffracter l'entreprise. Vous savez, la diffraction, c'est ce phénomène d'une onde qui arrive sur un obstacle. Mais le nombre d'ondes qui vont se croiser pour créer une réalité complexe, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut parvenir, si possible, à maîtriser. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se fonde sur la nature des liens que nous allons tisser horizontalement. Donc, une fois, ça j'y tiens beaucoup, c'est plus le système qui peut être accusé. Alors, le système, il nous dépasse. La mondialisation, ça nous dépasse. Ce qui se passe, qu'est-ce que je vais tisser comme lien, moi, autour de moi, dans mon équipe, dans mon réseau, qui va me permettre de construire quelque chose?
Eh ben, c'est ça qui aujourd'hui est le levier d'un renouvellement fondamental. Merci Patrick. Quand je t'écoute depuis une demi-heure ou 25 minutes, quand je vois ces 7 tendances, leur profondeur, leurs conséquences pour la fonction RH, j'ai un sentiment là aussi un peu schizophrène où on parlait tout à l'heure de paradoxe, donc un sentiment paradoxal qui est celui de l'enthousiasme et en même temps qui m'ont fait perdre un peu, je vais dire, les bras. C'est-à-dire, on a déjà tellement de choses à traiter dans la fonction. Je ne vais pas faire ici l'ensemble des évolutions légales de court terme, hein. La loi travail vient d'arriver, il y a le prélèvement à la source dont on parle aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au 1er janvier, il y a la clarification du bulletin de paye. Je ne parle pas de la déclaration sociale nominative. Bref, il faudrait là aussi 4 ou 5 webinaires pour parler des sujets concernant juste la partie évolution légale. Il y a tellement de choses opérationnelles il y a pas mal de remarques là-dessus, mais qui sont finalement la traduction un petit peu opérationnelle de ce que tu nous évoques, qui est une prise de position avec du recul, une prise de position sociale, sociétale, philosophique. Mais il y a beaucoup de remarques, mais comment est-ce qu'on fait? Par où on commence? Concrètement? Alors déjà, effectivement, c'est pour prendre une analogie. Ce que tu viens de décrire, c'est que les voitures ont évolué et que conduire une voiture aujourd'hui, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles tendances, pas de nouvelles tendances, des nouvelles fonctionnalités, des choses qui évoluent. Bon. Reste que si on ne s'occupe pas de savoir où est-ce que l'on va, quel est le plan et quelles sont les nouvelles routes ou autoroutes que l'on peut emprunter pour y aller, nos problématiques de conduite, elles restent vaines. Donc, mettre en perspective les finalités vers lesquelles on veut aller pour essayer d'interpréter différemment les fonctions ordinaires qui sont les nôtres au quotidien, pour moi, c'est une nécessité. Maintenant, c'est loin d'être facile, j'en ai bien conscience. Hein. Par contre, c'est parce que je regarde la finalité que je peux mettre en ordre les moyens. Donc, il faut passer d'une culture de moyens à une culture, non pas de résultat, mais à une culture de finalité. Et c'est à ce moment-là que l'on peut essayer, et là c'est vraiment une source d'innovation pour toute la fonction RH, d'essayer de mettre en œuvre les moyens, les plans, les processus que nous utilisons habituellement, en les mettant en perspective dans une finalité qui est bien identifiée, avec des risques et des opportunités qu'on essaie de discerner, même si on ne peut pas tout prévoir. Mais pour moi, c'est le point de départ d'une méthodologie d'innovation. Mais on a tout à réinventer tout en n'ayant rien à réinventer. Ce qui fait qu'on a rien à réinventer, c'est l'environnement et le contexte et la finalité. Mais nos moyens, on a à les remettre en perspective pour ça. Une culture de la finalité. Oui. C'est bien à la fonction RH d'être justement le garant de cette finalité. Exact. Le digital, si je prends que ce petit prisme-là, n'est pas la finalité. Et c'est ce qui fait la différence entre un DRH et un Chief Digital Officer. Ils ne vont pas pouvoir remplacer les DRH. Contrairement à ce que c'est encore un autre webinaire. Alors, Patrick, je vais te lire quelques qui sont des remarques et en même temps des questions. Et puis, j'en prends 5 d'affilée et puis je te laisse réagir par rapport à ça. Clémence nous dit l'important est de travailler sur les valeurs pour créer du lien. Christophe nous pose la question quel exemple précis à partager sur ces nouvelles tendances? Là, on retombe dans la partie un petit peu plus opérationnelle et concrète. Maude, le seul levier entre ces 4 tendances, les 4 tendances lourdes présentées précédemment, n'est-il pas l'envie? Vraie question effectivement de dire, il ne suffit pas de savoir, il faut avoir une forme de volonté et d'appétence pour finalement atteindre cette finalité, qui n'est peut-être pas atteignable, mais en tout cas mettre en acte un certain nombre de choses pour pouvoir l'atteindre. Flavien, qui doit créer l'envie? En réponse sous forme de question à Maude, le manager ou l'entreprise? Et je rajoute, le DRH. Et Jean-Noël, quel est le rôle des DRH dans la digitalisation, faire évoluer l'organisation ou changer les outils?
Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets, en même temps, des choses comme... Je relève les questions sur l'envie parce que ça me semble très intéressant. Je pense que l'exercice auquel nous nous sommes livrés ce matin, d'analyser, de passer en revue ces grandes tendances qui font évoluer les choses, ça peut être un moteur d'envie personnel. Alors, ensuite, dans l'entreprise, évidemment, il y a des manières de motiver, de mouvoir cette envie. Mais de comprendre que nous sommes à un tournant décisif, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, j'insiste bien là-dessus. Ça peut mouvoir des peurs, mais ça peut mouvoir aussi des opportunités et des envies dont on pensait ne plus être sujet finalement, parce qu'on subissait le travail, on subissait cette vie de travail. Je suis frappé des jeunes générations de voir leur envie, mais une envie qui ne cesse pas. Et je suis étonné. Un jeune qui est embauché dans une entreprise, la semaine suivante, vous voyez ses propositions, il va regarder les propositions d'emploi sur LinkedIn. Il est en recherche permanente. Il a envie d'évoluer en permanence. Il demande des choses qu'on n'aurait jamais demandé avant. Il n'hésite pas à mettre les entreprises en concurrence. Il n'hésite pas à réclamer ce dont il a besoin dans ses emplois. Alors ça peut être quelquefois un peu puéril, quelquefois un peu plus important, mais en tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont une envie terrible, terrible. Recueillir cette envie, c'est un des objectifs du manager. Je ne vais pas créer l'envie chez quelqu'un par un artifice. Ce n'est pas le management qui va créer l'envie. Ça, je ne crois pas cela. Par contre, la perspective de collaboration, la perspective d'amitié au travail, la perspective de construire quelque chose ensemble, autrement dit, en lieu et place du tripalium, une œuvre, voilà, d'avoir le sens de l'œuvre commune, d'un bien commun, ceci est pour moi de nature à profondément développer l'envie. C'est pour ça qu'on retrouve les valeurs. C'est que ce qui va provoquer l'envie, c'est de nature politique, au sens du politique, pas de la politique. C'est du sens du bien commun. Donc c'est la nature du projet d'entreprise et la manière dont ce projet est structuré, communiqué, accompagné par l'ensemble des fonctions dans l'entreprise qui va créer cette envie. Par l'ensemble des fonctions d'entreprise. Il y a Camille qui nous pose la question, la volonté forte de la direction n'est-elle pas la véritable origine du changement? Tu évoques une démarche un peu collaborative, collective, coopérative du changement. Oui. Quel est le rôle de la direction et plus spécifiquement le rôle de la direction des ressources humaines là-dessus? Il est certain que sur certains points, c'est la direction qui va être aux commandes. Sur d'autres points, ça va pouvoir être la DRH, d'autres points, les managers. Je prends simplement l'exemple du télétravail. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour RH Info, donc vous voyez, il y a 16 ans, j'étais le premier et le seul dans mon entreprise à être en télétravail, et je me faisais regarder de travers, je n'ai pas besoin de vous le dire, par l'ensemble de mes collègues qui pensaient que j'étais en pyjama à 11h du matin. Le Tour de France du télétravail 2012, quelle est la nature des questions? C'est quels sont les avantages, les inconvénients du télétravail, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, voilà. Tour de France du télétravail 2014. C'est ok, comment on fait pour y aller? On n'a pas le choix. Donc là, l'envie et l'évolution et le changement, il a été institué et il a été renforcé par les tendances et pas par la volonté des uns ou des autres. C'est que ces tendances ont contraint l'entreprise à s'adapter et pour cela à le structurer. Alors il y a certaines entreprises qui l'ont adapté de manière passive, qui ont subi l'évolution, et ce qui fait que ça ne s'est pas toujours très bien passé d'ailleurs. Le télétravail, si c'est mal accompagné, c'est pas la panacée. Par contre, il est évident que le travail à distance va devenir une dominante dans les années à venir. On n'a pas le choix. Et donc là, c'est tout le monde qui doit accompagner ce mouvement, qui doit s'adapter pour en tirer le meilleur. Opportunité ou menace, à vous de choisir. Il est 11h40, juste 5 minutes j'ai 2 petites questions pour terminer ce webinaire. Patrick, je suis désolé de l'ensemble des commentaires et des questions qui nous sont posées.
On ne peut pas y répondre à toutes. On a essayé d'en répondre à un certain autre. Je vous On invite on pourra les relayer sur le réseau. exactement à nous contacter via les réseaux sociaux qui s'affichent. Deux questions, Patrick. Ton actu et ton coup de cœur, RH? On termine toujours les webinaires par RH sur ces deux questions. Eh bien, mon actu, c'est que RH Info vient de lancer une nouvelle newsletter bimensuelle. Donc, nous avons une publication quotidienne. Et on s'est rendu compte que c'était pas évidemment, pas forcément intéressant d'aller sur le site tous les jours. Par contre, tous les 15 jours, vous retrouverez comme ça l'essentiel des 10 articles qui sont sortis dans la quinzaine. Donc vous êtes sûr de ne rien perdre de ce qui a été sorti sur RH Info. Donc inscrivez-vous à la newsletter RH Info. Vous pourrez recevoir comme ça vraiment la qualité des publications qui est proposée. Et ton coup de cœur RH? Alors, mon coup de cœur RH, eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, mon coup de cœur RH, c'est de voir que cette manière dont le lien social se retisse de façon horizontale dans l'entreprise réouvre de manière nouvelle la question de l'amitié au travail. Jusqu'à présent, c'était vraiment, si j'ose dire, un idéal ou un échec, ça dépend comment on le prenait. Aujourd'hui, je commence à y croire et ça fait battre mon cœur plus vite. Ah ben magnifique, magnifique coup de cœur. Merci beaucoup Patrick de cet échange. Il y a quand même énormément de sujets encore à aborder. On est toujours un peu frustré parce qu'on n'a pas le temps de vraiment d'échanger, de répondre à toutes vos questions, mais c'est le jeu. Dommage. Voilà, on va respecter toujours le timing, c'est important qu'on dérape pas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous IRL Live le 11 octobre pour la RMS Conf qui aura lieu au tapis rouge. N'hésitez pas à y aller, on pourra avec plaisir y parler ressources humaines, recrutement mobile et social. Je vous donne également rendez-vous à Digital et RH le 18 octobre au jardin de Saint-Dominique. Là aussi, je serai présent avec une partie de la team Parlons RH et donc nous pourrons faire connaissance de vive voix et puis échanger là cette fois sur la thématique du digital. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le 7e webinar de Parlons RH qui aura lieu le 27 octobre prochain à 11h. C'est tous les jeudis, tous les derniers jeudis de chaque mois à 11h. C'est simple pour le retenir. J'aurai le plaisir d'accueillir Aurore Crespin et Laura Lombardo, toutes deux fondatrices de CoopTime. Et elles viendront échanger avec vous sur la cooptation numérique en pratique. Vaste sujet et qui ne fait que nourrir les tendances que tu viens d'évoquer. Merci Exactement. encore Patrick, merci à vous tous. Merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et très bonne journée à vous. N'oubliez pas de nous mettre vos petits commentaires, éventuellement de télécharger la présentation et de regarder cette présentation en replay. Merci, à bientôt.